Allez, salut tout le monde. Salut Catherine. Déjà qu'on se fout de ma gueule. Bah non, je te dis pas bonjour. Mais dis bonjour aux gens quand même. C'est voilà. ça, à vous je dis bonjour, à lui non. Petit débrief de la semaine politique et de la semaine à venir. C'est une grande première. On va parler de tout plein de choses qui se passent en ce moment. On va vous parler de la gauche, bien évidemment. Mais d'abord, on voulait revenir sur la droite, et notamment avec cette nouvelle qui est tombée hier soir, c'est les réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans le financement, le procès sur le financement libyen. 7 ans de prison ont été requis contre le président de la République. C'est ce qu'il encourt. C'est ce que le parquet national financier a requis contre lui. Alors, j'allais dire c'est beaucoup. Vu ce qui a été dit dans les réquisitions, c'est à la hauteur du délit qu'il aurait commis. Voilà. Je m'associe en fait à... même si on le savait, nous on a vu tous les deux le film de Mediapart qui retrace... on vous le recommande. Qui est excellent. Intéressant et drôle. Exactement. C'est sur, en gros, les plus de 10 ans d'enquête de Mediapart sur ce financement libyen de Nicolas Sarkozy, des campagnes de la campagne de 2012, pardon. Quoi ? De 2007 ? De 2007, pardon. Oui, non. 2012 c'était hier. 2007. Voilà. Et non, parce qu'ils l'ont sorti, ça a commencé en 2012, les investigations, les premières enquêtes de Mediapart. Et c'est-à-dire qu'il y a une profondeur en fait dans le degré de corruption de Nicolas Sarkozy, de son équipe, des sommes qui sont mises en jeu, des acteurs qui sont convoqués pour mettre en place cette corruption. On parle quand même d'un chef d'État étranger, dans la personne de Mouammar Kadhafi, qui était le chef d'État libyen, qui était un dictateur, disons-le, comme appelons un chat, avec un degré en fait de vulgarité et de déballage, on va dire, qui est inédit, en fait, dans l'histoire de politique française récente. Et dans la newsletter de ce vendredi, tu mets ça en rapport avec la politique américaine, où eux, ils ont le droit de dépenser, ils ont le droit d'être soutenus par des individus sans limite, sans plafond. Nous, c'est pas le cas. Nous, il y a une exigence en France au nom du respect de la démocratie, de règles d'équité dans le financement des différents candidats, des différents partis lors d'élections. Et en fait, Nicolas Sarkozy, il a fait exploser en fait ce carcan. Et c'est vrai que on savait que ça allait arriver, et pour autant, on reste quand même étonné par la violence en fait de ce que... À chaque fois qu'on nous le répète, voilà, à chaque fois qu'on se rappelle tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, on est épaté. Ouais. Moi, ça me remémore toute cette période où j'ai l'impression d'un avilissement de la France qui m'affecte véritablement. C'est-à-dire quand tu te refais le film... juste après son élection en 2007, quand il vient triomphal avec les infirmières bulgares qui avaient été libérées, quand tu vois comment il avait reçu Mouammar Kadhafi à l'Élysée dans un faste et une pompe incroyable, qu'il a œuvré pour que la Libye puisse avoir le nucléaire, qu'il a protégé... il a cherché à protéger, il a permis l'exfiltration de son gendre, qui était responsable des attentats de Lockerbie qui ont fait des centaines de morts, alors qu'il y avait un mandat international contre lui. Tout ça, ce que je veux dire, il y a la corruption en tant que telle, il y a l'argent direct, il y a l'atteinte très profonde
aux principes démocratiques et d'équité, de relative égalité entre les candidats, qui a été mise à mal par Sarkozy, et il y a tout ce qu'il a fait après, c'est-à-dire il y a tout le renvoi d'ascenseur qu'il a fait après. Et il y a tout le renvoi d'ascenseur, je dirais, positif, du point de vue de Kadhafi. Et puis il y a un moment, ça s'enraye, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et puis ça devient, alors ça tourne, c'est les événements en Libye probablement qui précipitent l'inversion de l'histoire, mais enfin, on va aller jusqu'à tuer Kadhafi et participer à une guerre en Libye qui n'est toujours pas close en fait, je veux dire une déstabilisation très profonde de la Libye. Donc ce que je veux dire, c'est que cette affaire, si elle nous importe, c'est à la fois parce que il a déstabilisé les principes démocratiques, il les a foulés aux pieds, et on le savait déjà avec Big Malion, puisque pour Big Malion, il avait fait en sorte de doubler la mise. Ça ne lui a pas porté chance, puisque malgré tout, François Hollande a été élu, ce qui prouve que d'avoir beaucoup d'argent, ça ne suffit pas forcément. Mais il y a aussi toute la suite de à quel point il a démoli roulé notre pays dans rien. C'est totalement honteux, irrespectueux, tout ce qui s'est passé après pour rendre cet argent, quoi. C'est-à-dire finalement pour rendre à Kadhafi ce qu'il avait donné. Donc c'est une élection indue et qui s'est payée de l'avilissement de la France. Et franchement, c'est quand même dur à avaler. Hein. On le savait, c'est pas le procès ne le dit pas en tant que tel, ne le révèle pas en tant que tel. Mais je crois que c'est un peu tout ça qui nous revient et qui fait qu'on se dit c'est complexe à avaler ce truc-là. Mais surtout quand on le compare quand on le met en parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'est en train de faire Donald Trump qui est en train de faire complètement éclater la définition de la démocratie et de ce que c'est aussi que la République américaine en mélangeant complètement les intérêts privés et le service public et son administration, en faisant des États-Unis un pays plutocratique, c'est-à-dire un pays où c'est l'argent qui domine. Il n'y a que des milliardaires qui prennent la parole sur tous les sujets. D'ailleurs, lui-même est milliardaire, etc. etc. Oui, en fait, et Musk n'a aucune légitimité. Il son argent, exactement. Voilà, il s'est affranchi des règles américaines qui fait qu'on doit normalement passer une audition. Lui, eh bien, en vérité, il y a de ça maintenant un peu moins de 20 ans, Nicolas Sarkozy avait planté les germes en fait de cette plutocratie. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que on voit bien le mécanisme comment est-ce que de quelque chose qui en 2007, entre 2007 et 2012, on va dire, était illégal, était caché, mais était quand même en germe, c'est-à-dire cette utilisation et cette fascination par l'argent. Nicolas Sarkozy, c'est quand même celui qui dit si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. C'est ça Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, comme tu le rappelles dans la newsletter, le premier été après son élection, il part dans un yacht, sur le yacht de Vincent Bolloré. Voilà, c'est ça Nicolas Sarkozy. Il aime bien, quand il y a des milliards, il aime bien fréquenter les milliardaires, il est fasciné par ça, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi je le mets même en parallèle avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quand il dit ah oui, quand vous allez dans une gare, il y a ceux qui sont rien, et puis il y a ceux qui ont réussi, etc. Enfin, il fait la même proposition. Il envisage le monde de la même façon. C'est-à-dire, Macron, il dit qu'il espère qu'il y a des jeunes Français qui veulent être milliardaires. Exactement. C'est l'idée, c'est la même chose. C'est que ce qui est désirable, souhaitable pour sa vie personnelle ou pour le pays, c'est l'argent. Exactement. Et l'argent à foison. Quoi. Exactement. Je veux dire, mais pour moi, ça veut dire exactement une telle quantité d'argent que ça n'a plus à voir avec les satisfactions personnelles. Mais pour moi, ça n'a plus à voir qu'avec le pouvoir. Dire qu'il faut un pays où il y a beaucoup de milliardaires, comme le dit Emmanuel Macron, ou dire qu'il faut une Rolex à 50 ans, c'est la même phrase, c'est la même proposition en fait, avec des variantes, tu vois. Et donc, quand on regarde l'histoire de Nicolas Sarkozy, on se dit, là, en fait, il y avait la volonté derrière Nicolas Sarkozy, mais qui était cachée.
parce que genre c'est Mediapart et on s'est gré à leur travail qui a révélé toutes ces malversations de Nicolas Sarkozy. La plutocratie était cachée et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se cacher pour être plutocratique. Tu vois, pour dire, bon, le service public, l'État, on s'en fout, on va tout donner au privé, et puis genre, soyez riches, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui est important. Prenez la jouissance là où vous la pouvez, et si vous avez de l'argent, vous serez plus heureux que les autres. Voilà, c'est ça leur proposition. À Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron, à Donald Trump. Et aujourd'hui, je pense que les règles en 2007 la démocratie était assise sur des fondements plus solides qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que la République, y compris la République française, même si elle est en train de juger Nicolas Sarkozy, enfin plutôt demain, je ne suis pas sûr qu'un Nicolas Sarkozy ne pourrait pas faire au su et au vu de tous ce qu'il a été interdit de faire en 2007. Pour l'instant, je ne sais pas aux États-Unis ce qu'il en sera, mais pour l'instant en France, il y a encore des choses qui tiennent un peu debout, quoi. C'est-à-dire que... Et ce procès en a un exemple. Oui, absolument. C'est-à-dire que le parquet national financier a eu les moyens d'enquêter pendant 10 ans. 3 magistrats ont fait un réquisitoire très sévère. Et des journaux, Mediapart en tête, mais aussi d'autres comme Le Monde. Je veux dire, on n'a pas encore abdiqué de tout, et je crois que ça continue de heurter la morale publique, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on continue de penser que ce ne sont pas des valeurs sur lesquelles on peut construire une société et un monde. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tu as une partie, y compris de ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc gouvernemental, qui considère que Mediapart est une officine d'extrême gauche. Ils ne sont pas très loin de dire qu'il faudrait l'interdire, le fermer, empêcher ces journalistes de travailler. D'ailleurs, Edoui Plenel, dans une interview que je lui ai donnée il n'y a pas plus tard que 2 semaines, disait... C'est lui qui t'a donné l'interview, non ? Oui, c'est moi, pardon. Oui, c'est moi qui lui ai tendu le micro, tu vois. Et il m'a dit, on sait très bien que demain, Mediapart, en gros, est menacé par le pouvoir, que ça soit l'extrême droite et même peut-être la droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que le parquet national financier, lui aussi, est menacé. Genre, les gens du bloc gouvernemental, ils disent le parquet national financier, il faut le fermer, c'est des juges rouges, ils nous font chier, Non, mais une chose est de se dire que c'est extrêmement important, qu'il faut donc être en alerte pour les défendre. Autre chose est de dire que, tu vois, qu'ils n'existent pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a encore des principes. Et par exemple, celui que si la loi, elle dit, tu as le droit à 22 millions pour le second tour de l'élection présidentielle ou pour le premier et le second tour, tu as le droit à 22 millions. Tu n'as pas le droit à 45 millions. Par exemple, tu vois, c'est-à-dire que les comptes continuent d'être quand même vérifiés. Alors, il y a des entorses, parce que par exemple, les comptes de campagne, desquels, peut-être bien ceux déjà... D'Emmanuel Macron. Oui, il y a plusieurs comptes de campagne qui n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel. Non, mais moi, je me demande... jusqu'au bout du raisonnement, parce que moi, c'est toujours ça qui m'épate. Genre, les trucs sont annulés. Pour autant, est-ce que l'élection est annulée ? Bah non. Alors, parce que c'est compliqué d'annuler une élection. Mais tu vois, en 2007, par exemple, là, on apprend tout ce qui a été fait avec le financement libyen, etc. Bon, désolé, mais il a déjà été président. On ne va pas annuler l'élection de 2007. Bien sûr, Ségolène Royal le demande. Moi, je soutiens je soutiens sa demande. C'est-à-dire que... ça veut dire quoi ? Ça veut dire que symboliquement, on reconnaît que cette élection est indue. Est-ce qu'on reconnaît que Ségolène Royal a gagné l'élection de 2007 je ne sais pas si on reconnaît que Ségolène Royal a gagné, mais en tout cas que l'autre ne l'a pas gagné. Il n'a pas joué dans les règles qui étaient... Moi, je trouve que symboliquement, ça serait bien. C'est-à-dire qu'il soit, d'une certaine manière, ça veut dire quoi ? Déchu de son titre de président. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par la République. Mais toutes les décisions qu'il a prises en tant que président, c'est compliqué. Oui. Non, mais surtout, ce dont je me souviens, c'était que Debré avait
avait considéré que c'était trop compliqué d'invalider cette élection. Donc, je suis d'accord qu'il y a des faiblesses, il y a des moments où ça... Et dans les médias, moi, je tiens avec une certaine estime le travail des journalistes de la presse française, notamment de la presse écrite en général, que ça me plaise ou que ça me plaise pas. Le Figaro, c'est pas exactement mon point de vue, mais je pense que ce sont souvent de bons journalistes, que Le Monde c'est un très bon journal, que Libé est un très bon journal, que l'Humanité est un très bon journal. Bref, je trouve que on peut pas faire comme si on était déjà en situation pré-fasciste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en effet des tolérances à l'égard de choses qui ne doivent pas être tolérées, voire des menaces. Et dans les menaces, c'est évident que ce qui se passe du côté des médias audiovisuels, là, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux. Deuxième... Mais c'est dans la continuité. Mais c'est dans la continuité, bien sûr. Ah ouais. Mais c'est une autre personnalité importante de la vie politique française qui est en procès. C'est Marine Le Pen. Elle, c'est lundi qu'on saura si oui ou non elle est condamnée dans le cadre des emplois fictifs du Parlement européen. Et si elle est condamnée, alors automatiquement, elle sera inéligible. Et là se pose une autre sous-question, c'est est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt, c'est-à-dire que est-ce que le juge dira il faut qu'elle soit immédiatement inéligible pendant 5 ans, parce que c'est ça l'automaticité de la peine, ou bien s'il décide de ne pas mettre de mandat de dépôt, alors elle fera appel. Et donc là, on repart dans un truc, et donc ça sursoit à l'application immédiate de la peine d'inéligibilité. Oui, en fait, c'est un peu plus simple que ça. C'est est-ce que la peine doit être appliquée immédiatement, alors même que Marine Le Pen peut encore faire appel. Voilà. Et là, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rendu un avis sur un cas un peu similaire avec des enjeux bien moindres. Il s'agit d'un conseiller municipal de Mayotte qui a été déclaré inéligible et avec application immédiate de la peine. Il a, comme il n'avait pas encore fait valoir tous ses droits au recours, il a fait appel auprès du Conseil constitutionnel pour juger est-ce que c'est normal qu'on lui applique sa peine alors qu'il n'est pas allé au bout de ses droits, de ses recours. Et le Conseil constitutionnel a validé le fait que ce soit applicable immédiatement. Donc ça crée un gros précédent favorable à Marine Le Pen. Voilà, qui n'est pas favorable à Marine Le Pen. Donc, si les juges décident de ne pas appliquer la peine à Marine Le Pen, ils doivent l'argumenter. C'est-à-dire, le principe, c'est que c'est immédiat. S'ils ne l'appliquent pas, ils doivent dire pourquoi ils ne l'appliquent pas à Marine Le Pen. Sachant que l'argument « on ne l'applique pas à Marine Le Pen parce qu'elle est la numéro 1 dans les sondages » n'est pas un argument de droit. Donc il ne peut pas être retenu. Donc il va falloir qu'ils disent pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas cette peine. Alors, je ne connais pas les arguments qui peuvent être retenus. Peut-être que les arguments, ça sera que, je sais pas, elle n'est plus députée, qu'elle ne peut pas recommencer, qu'elle n'est plus députée européen, qu'elle ne peut pas recommencer à le faire, qu'ils ont remboursé leurs dettes. Je ne sais pas quels sont les arguments qui peuvent être mis en avant, mais en tout cas, c'est ça l'enjeu. Donc évidemment, la situation politique serait très très modifiée si Marine Le Pen était ou n'était pas une candidate possible. Enfin, pour moi, elle serait modifiée à double titre. Elle serait modifiée d'une part parce que Marine Le Pen sortirait, entre guillemets, de façon paradoxale du jeu politique, puisqu'elle ne pourrait plus être candidate à l'élection présidentielle. Elle pourrait même plus être députée, à mon avis. Si, elle resterait Pourquoi députée. elle resterait députée ? Parce que c'est pas rétroactif sur son élection précédente. D'accord. Ça ne peut pas être rétroactif. Mais elle peut plus se présenter s'il y a une dissolution en septembre, par exemple. D'accord. Mais
Et moi, c'est là où je pense que ça reste un danger. C'est que on connaît le niveau de défiance des Français à l'égard de leur justice. Si le Rassemblement national prenait le prétexte de l'inéligibilité de Marine Le Pen avec mandat de dépôt pour mener une fronde violente à l'égard du système judiciaire français en disant regardez, de toute façon c'est le bras armé d'un État aux mains de Macron qui veut empêcher le peuple souverain d'avoir sa chouchoute, à savoir moi, Marine Le Pen, d'être candidate à l'élection présidentielle. Ça pourrait faire du mal encore plus à une République qui déjà, sur ces bases-là, sur les gens aujourd'hui qui défendent l'état de droit, on le sait, ils sont de moins en moins audibles dans le débat public. Donc il y a une difficulté particulière, je trouve, à prendre ce type de décision lorsqu'on est un juge, parce que les conséquences pourrait être une attaque en règle de la justice. Et déjà, ils sont attaqués en permanence par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, par Gérald Darmanin, garde des Sceaux, parfois par François Bayrou, Premier ministre, par certaines personnalités de gauche, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, lorsque lui-même avait été mis en cause, et qu'il avait crié sur ses policiers en disant « La République, c'est moi », qui est quelque chose qui reste, qui marque l'esprit des Français et des Françaises, en l'occurrence d'une partie de la gauche. Donc, oui. défiance généralisée. L'accusation d'une justice politisée. Exactement. Enfin, aux ordres du pouvoir et en tout cas politisée. Il y a aussi la défiance d'une justice qui est toujours sévère avec les puissants. Non, sévère avec les faibles et laxiste ou tolérante avec les puissants. En l'occurrence, je pense que beaucoup de gens se sont dit tiens, un président de la République pour faire écho tout à l'heure à Sarko, un président de la République qui est condamné. Certes, c'était des faits qui remontent à maintenant 18 ans, ce qui est quand même un petit peu long pour faire passer la justice, sachant qu'il va faire appel et que donc c'est pas avant un certain nombre d'années que ça passera, alors que le voleur de poules, lui, il passe en comparution immédiate. Donc ce sentiment que les puissants, ils ont le temps et la clémence, alors que les autres ne l'ont pas. Donc il y a ce reproche qui est fait à la justice, mais il y a aussi, en effet, l'idée que finalement la volonté populaire serait entravée par les juges rouges, qui seraient les juges rouges d'une part, ceux qui veulent régler leurs comptes, ou des juges aux ordres de la chancellerie qui agiraient pour défendre la politique du gouvernement. Donc c'est certain que ça créerait, moi je pense, au-delà de tout ça, moi je trouve que c'est très très problématique sur le principe. Ça on l'avait déjà dit, que les personnes voient leur peine appliquée avant que leur recours soit allé à terme. Ça, pour moi, je ne comprends pas qu'une chose comme ça soit possible. Je trouve ça très choquant d'un point de vue de principe, de droit. Je ne le comprends pas. La deuxième chose, c'est vrai que je pense que ça créerait aussi, au-delà du problème de la justice, je pense que ça créerait un problème un problème politique très sérieux, quoi. Marine Le Pen, c'est l'opposante politique numéro 1 dans ce pays. Qu'elle ne puisse pas être candidate à l'élection présidentielle, je trouve que ça serait une grande... Alors, c'est pas le Rassemblement national qui serait interdit, c'est elle qui personnellement, mais enfin c'est quand même, ça n'a pas rien à voir avec les chances pour ce parti de faire un bon résultat, voire même d'être élu. Donc c'est évident que les conséquences politiques seraient considérables. La troisième chose, on en avait parlé la semaine dernière, déjà on avait déjà un peu évoqué des tensions qui émergent au sein du Rassemblement national, et ce matin Le Monde a fait une grande enquête sur Jordan Bardella, et on vous disait déjà la semaine dernière que c'était très très compliqué à l'intérieur du Rassemblement national avec
Jordan Bardella qui réussit pas du tout à à souder son parti autour de lui. Alors nous, on le prenait sur le terrain plus politique, je dirais. C'est-à-dire qu'il représente une ligne qui n'a pas l'assentiment des autres caciques du parti. Le Monde, lui, le prend sur le terrain plus organisationnel. C'est-à-dire il n'a pas réussi à mettre son parti en ordre de marche, à faire les conférences qu'il avait annoncées, à créer la dynamique qu'il promettait. Donc ça fait que, si je comprends moi les échos que j'ai sur le Rassemblement national et ce que je lis dans Le Monde notamment, l'affaire Bardella, c'est pas une alternative très acquise pour remplacer Marine Le Pen. Ça crée un problème très solide au Rassemblement national. Alors je vais pas pleurer. Alors pour le coup, si le Rassemblement national a une difficulté, tant mieux. Mais ça veut dire que ça rebat considérablement les cartes. Hein. Ça veut dire que si il n'y a pas une évidence que le second tour c'est avec le Rassemblement national et que la question est de savoir si ça sera face à elle, Marine Le Pen, un candidat de gauche ou un candidat du bloc central, bah, ça ouvre tout à fait autrement le champ politique. Ça veut dire que tout le monde peut repartir en se disant donc on a toutes les chances d'y aller, on n'est pas obligé de s'unir, on n'est pas obligé de s'unir à gauche, on n'est pas obligé de s'unir dans le bloc central. Et comme il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas nécessaire de s'unir, je pense que les LR ils vont pas s'unir et que les autres vont pas non plus. Enfin, je veux dire, chacun va vouloir trouver l'opportunité de se présenter, de faire valoir ses propres idées. Et à gauche, où on ne peut pas dire que l'ambiance soit à l'unité, à la bienveillance et à la discussion. Non, mais oui, mais c'est vrai, c'est dramatique ce qui se passe à gauche. Hein. Donc, je ne vois pas très bien comment tout ça peut déboucher sur une candidature de rassemblement de la gauche. Hein. Et s'il y a pas, ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas Marine Le Pen, je pense que les phénomènes anthropiques vont être décuplés. Exactement. La seule manière de battre l'extrême droite, c'est politiquement. C'est pas par le biais d'une espèce de péripétie judiciaire, comme ça pourrait être le cas lundi, quoi. D'ailleurs, excellente transition vers la gauche, qui est le deuxième sujet dont on voulait vous parler. Il y a plusieurs choses qui sont en train de... Là, c'est un peu la tectonique des plaques. C'est assez lent, c'est assez... rien ne se fait véritablement sur le devant de la scène, etc. Mais voilà, il y a le congrès du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, ces congrès qui sont en train de s'organiser. Il y a les insoumis qui sont en train d'aiguiser leurs armes et de construire leur stratégie municipale. Il y a le Parti communiste, Fabien Roussel, qui dit des trucs à la télé. Et voilà, je veux dire, tout le monde fait... Fabien Roussel qui est devenu chroniqueur de CNews. Il passe sa vie, donc il doit avoir des émoluments. Donc, commençons par la question du Parti Socialiste. Qu'est-ce qui se passe au Parti Socialiste ? Il y a plusieurs... Donc, leur congrès juste est en juin. Donc, ils ont encore quelques mois pour le préparer. Pour l'instant, donc il y a Olivier Faure, le secrétaire national sortant, qui, j'aime bien le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, qui avait quand même été élu avec 50,00001% des voix de son bureau national. Hein. Donc, c'était passé ric-rac. C'était une négociation. Tout à fait, c'était une négociation. Il a été élu sur le tapis de la négociation. Hein. Exactement. Mais voilà, ça veut dire qu'il ne part pas triomphant, il ne part pas avec un PS totalement uni derrière sa proposition, qui reste d'ailleurs encore, à mon avis, largement à définir. Aujourd'hui, il a des concurrents à l'intérieur du Parti Socialiste. Pour l'instant, il y a Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, Boris Vallaud, le député, Philippe Brun, qui est aussi député. Et donc, Jérôme Guedj, effectivement, un autre député. En passant que des hommes, on a l'impression que l'époque Martine Aubry, Ségolène Royal, c'était vraiment... c'est du passé, maintenant c'est le retour des mecs pour diriger le Parti Socialiste. Il y a Hélène Geoffroy quand même, la maire de Vénissieux. Elle est candidate ?
Elle est toujours dans le... Ouais, elle je est dans pense le qu'elle est avec circuit. Meyer Rossignol. Hein. Ils ont... C'est la même bande. C'est pas exactement la même bande, parce que Meyer Rossignol, lui, il était soutenu plutôt par Carole Delga et Anne Hidalgo, tandis que Hélène Geoffrin, c'était plutôt Geoffroy. Oui, Geoffroy. C'est presque pareil, c'est plutôt la bande à Hollande. Ouais. Donc, non, tu as tout à fait raison. Et moi, ceux que j'ai cités, si je puis me permettre, faut être super au courliche, il faut tenir les tables. Ces tables. Alors, ceux que j'ai cités, moi, c'est ceux qui étaient cités dans un papier du journal L'Humanité de vendredi matin qui parlait de la mise en place d'une plateforme sous l'égide de... Je cite le papier de l'UMA, la droite du Parti socialiste, une plateforme commune qui permettrait d'envisager des alliances avec ceux que le Parti socialiste a un peu largués depuis 10 ans et qui sont partis du côté des macronismes ou qui sont partis du côté de nulle part d'ailleurs, comme Bernard Cazeneuve, donc les d'anciens macronistes, et Raphaël Glucksmann. Et donc l'enjeu de cette plateforme qui serait en gestation, ce serait de créer un espèce de corpus idéologique mais aussi pratique qui permettent en fait à ces différents espaces d'envisager une candidature à la présidentielle. Ce qui est intéressant parce qu'on sait que c'est un des enjeux principaux, voire le seul enjeu du Congrès. C'est-à-dire de savoir si la stratégie de Olivier Faure, qui avait été de dire union de la gauche, de toute la gauche, y compris la France insoumise, va continuer de trouver un écho, alors même que les insoumis ne veulent plus des socialistes depuis qu'ils n'ont pas voté la censure au gouvernement Bayrou, va trouver un écho auprès des militants socialistes, alors que les autres font des propositions qui excluent du champ de l'unité de cette gauche la France insoumise. Alors, dans des modalités différentes, Boris Vallaud, on a plus l'impression que je sais pas, à la fois il veut reconstruire le Parti socialiste, à la fois il veut pas perdre l'attache avec les autres partis qui faisaient partie de la NUPES et du nouveau Front populaire, à savoir les Verts et les communistes, et puis les générations blablabla. Alors qu'il y en a d'autres partis socialistes qui veulent, comme par exemple c'est le cas de Nicolas Meyer-Rossignol, qui eux ont plutôt tendance à aller vers d'autres espaces politiques, les macronistes, les anciens macronistes déçus, et Raphaël Glucksmann, Place Publique, etc., etc. Donc, et Bernard Cazeneuve. Donc voilà, c'est des géométries voilà, qui sont pas les mêmes. Moi aujourd'hui je suis bien incapable de dire ce que pensent les militants socialistes, sachant qu'on sait aussi que tout ça, il faut quand même avoir en tête que c'est les patrons de Fédé qui ont la capacité la plus importante de mobiliser leurs propres troupes. Et donc si tu arrives à avoir un patron de Fédé qui est d'accord avec toi, Olivier Faure, ou qui est d'accord avec toi, Meyer-Rossignol, ou toi, Boris Vallaud, tu vas pouvoir avoir un gros contingent issu de cette Fédé qui va voter comme son patron de Fédé. Voilà, bon. Et tout ça, moi, j'avoue que c'est des choses qui me sont assez étrangères. Oui, enfin, bon, si j'en crois à ce qu'on voit, c'est que Olivier Faure, il a cet avantage d'être dans le parti depuis 2018 et donc d'avoir des réseaux, un ancrage, et qu'il a le soutien en effet de l'appareil du Parti socialiste. Et qu'en effet, la question, en fait, moi je crois qu'Olivier Faure, il est socialiste autant que les autres, hein, c'est-à-dire qu'il a son objectif, comme tous, et de reconstruire le Parti socialiste. Il n'y a pas des gens qui placeraient l'intérêt de la gauche au-dessus des autres, au-dessus de tout, et puis d'autres qui penseraient qu'au Parti socialiste. Je pense que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Tous sont attachés au Parti socialiste, tous sont attachés à l'unité du Parti socialiste, et tous pensent que la gauche ne gagne que quand c'est des socialistes qui la pilotent, enfin qui en ont le leadership.
C'est bien leur intime conviction à tous. Alors certains pensent que ce qu'il faut, c'est structurer un pôle social-démocrate et que c'est celui-là qui va pouvoir embarquer les autres, parce que personne ne renonce à avoir le soutien des écologistes, peut-être même jusqu'au Parti communiste. Pas tous ne disent la même chose. Hein. Il y en a quelques-uns qui le mettent en avant et d'autres non. Alors, le soutien des écologistes, c'est presque une tradition. Je veux dire que c'est arrivé à plusieurs reprises que les écologistes soutiennent les socialistes. Et tout le monde se souvient que quand Benoît Hamon avait été candidat à l'élection présidentielle en 2012, Yannick Jadot s'était retiré s'était désisté en cours de campagne pour soutenir Benoît Hamon. Donc c'est presque de l'ordre du potentiel, de la possibilité très forte que ça fonctionne, ce truc-là. Ce qu'il y a, c'est que il y a quand même une question qui se pose, c'est le bilan de François Hollande, qui reste un peu comme une ombre ou une tache dans l'affaire. Et moi, ce qui me semblait intéressant de relever, c'était que quelqu'un comme Aurélien Rousseau, qui a été dans l'équipe du côté de Macron, c'est-à-dire qui a rallié Macron, qui a été d'abord du temps de François Hollande, il a été le directeur de cabinet de Valls quand Valls était Premier ministre, puis il a rallié la Macronie et il est devenu, il a continué d'avoir des fonctions de cabinet et puis il est devenu ministre de la Santé à la toute fin. Tout ça en ayant commencé au cabinet de Pierre Mansart, adjoint communiste à la mairie de Paris. Oui. Donc, mais tout ça pour raconter que Aurélien Rousseau, c'est quelqu'un qui a fait ce chemin pour aller jusqu'à la Macronie, mais qui a rompu avec la Macronie au moment du du projet de loi sur l'immigration de Madame Borne. D'ailleurs, en 2023. Dans les choses qu'il a fait, c'est qu'il a négocié, il a conduit la réforme des retraites auprès d'Elisabeth Borne. Et là, lui, il est donc le député place publique à l'Assemblée nationale. Et moi, ce que j'ai noté de façon intéressante, c'est que Aurélien Rousseau a sorti un texte dans lequel il revient de façon non nuancée, sur le bilan de François Hollande en matière de santé publique et d'hôpitaux en particulier. Et il n'y va pas par quatre chemins pour en dire ce qu'il en pense. Et je me suis dit, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce que je crois, c'est qu'Aurélien Rousseau, qui soutient Place Publique et Raphaël Glucksmann, il doit voir l'intérêt que beaucoup voient en Raphaël Glucksmann, c'est que Glucksmann est un social-démocrate, mais qui n'est pas lié à l'histoire de Hollande au pouvoir. Et que donc ça lui donne, ça donne à Raphaël Glucksmann un champ d'attraction. Il n'est pas comptable directement du bilan de François Hollande. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se joue avec Raphaël Glucksmann et que, par exemple, Aurélien Rousseau est en train d'entamer ce processus de distanciation avec le bilan de François Hollande pour déblayer le terrain pour Raphaël Glucksmann, alors que lui-même, il a été quand même très lié à l'exercice du pouvoir de François Hollande. Donc je crois que ce qui se joue, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'élection présidentielle de 2022 et que ce qui est en train d'émerger, c'est... De 2027, pardon. Ce qui est en train d'émerger, c'est la possibilité d'une candidature socialiste place publique autour de Raphaël Glucksmann, avec le gros avantage de ne pas avoir à supporter le matin, midi et soir des emmerdeurs qui viendront vous rappeler que tout le mal que vous avez fait au pays, à la gauche, aux classes populaires et au travail, au monde du travail, pendant que vous exerciez le pouvoir. Donc je crois que c'est une chose, je n'aurais pas dit ça, moi, il y a 6 mois, que Glucksmann était une personnalité. Alors, je termine parce que j'étais un peu long, mais Glucksmann, ça rend très très compliqué le positionnement pour les communistes et pour les écologistes, parce que soutenir Raphaël Glucksmann, c'est pas le truc le plus facile du monde. Oui, moi juste un point, après on parlera du reste de la gauche, mais un point quand même sur ce quinquennat Hollande, parce que
effectivement, moi j'ai lu le texte d'Aurélien Rousseau dans le journal de Laurent Geoffrin, ce qui est quand même important de voir où est-ce qu'il le publie. Oui. Le journal.info, là. Oui, c'est un site internet, en fait. C'est un site internet, ouais. Donc qui est critique vis-à-vis du bilan de François Hollande. Je souscris à l'idée qu'il essaye de... En fait, il essaye de faire ce que les socialistes auraient dû faire depuis maintenant 8 ans, de faire le bilan du quinquennat de Hollande. Or, aujourd'hui, ils le font, mais timidement. Alors, ils le font de fait en rejoignant la NUPES, en participant du nouveau Front Populaire, en s'alliant avec ceux qui sont les critiques les plus véhéments de ce qui s'est passé entre 2012 et 2017. Mais dans les faits, est-ce qu'ils ont vraiment changé leurs orientations? On rappelle souvent ce qu'ils pensent, par exemple, de la retraite, l'idée selon laquelle, en fait, la réforme des retraites version Emmanuel Macron, ce n'est qu'une poursuite de la réforme des retraites de Marisol Touraine et de François Hollande, et que lorsqu'il s'agit dans les discussions à l'Assemblée nationale, y compris en 2022, les députés socialistes, à la fin, il n'y avait pas d'accord en fait avec l'ensemble de la NUPES, puisque eux, ils voulaient revenir à la réforme Touraine, ce qui n'était pas le cas des communistes et des insoumis. Donc il y avait quand même une énorme divergence qu'aujourd'hui ils ont pas travaillé en fait sur ça. Et leur doctrine est encore celle du quinquennat Hollande. Et moi j'irais même plus loin, et c'est pour ça que ça c'est quelque chose que en tant que militant ou que personne engagée ou les gens qui suivent très bien, on a du mal à percevoir. Mais en vérité, le problème du quinquennat Hollande, c'est qu'il a fait du mal à toute la gauche. Et toute la gauche, y compris la gauche pas hollandaise. C'est-à-dire, y compris aux insoumis, à Jean-Luc Mélenchon, y compris aux communistes et y compris aux écologistes. On est tous, et franchement, je me mets dedans, on est tous comptables, en fait, de ce qu'a fait François Hollande. Parce que, rendu comptable. Rendu comptable, exactement. Parce qu'on est la gauche et que les gens, ils sont là, oui, mais c'est sympa, votre gauche, mais à la fin, c'est quoi le progrès? C'est le mariage pour tous, et puis sur tout le reste, on va se faire voir. Donc c'est compliqué à porter. Alors la réponse de Jean-Luc Mélenchon à et des Insoumis à cette problématique, c'est de dire plus jamais PS, genre le PS c'est horrible. Non. Donc eux, on voit que dès le quinquennat Hollande et après en 2017, 2018, ils ont pris leur distance en tapant dessus. Donc ça c'est une façon de faire. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense que c'est important que ça soit fait. En revanche, je suis pas sûr que ça soit... aujourd'hui, c'est pas gagnant, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus, comme le répète Roger Martelly en permanence lorsqu'ils analysent les résultats, moins de 30% des Donc, est-ce électeurs. que c'est important que ce soit fait? J'ai une phrase, une chose et son contraire. Mais non, non, c'est vrai. Moi, ça. Oui, mais j'en ai besoin, en fait. On en a besoin. De quoi? Les gens dire de plus gauche, jamais PS? je sais pas, plus jamais PS, pas plus jamais PS, mais en tout cas de dire, c'est pas nous ça. Ça, c'est ce qui a été fait, c'est pas la gauche. Parce que si je commence à dire, oui, si, quand même, c'est une certaine gauche, ok, c'est qu'à y aller. Pablo, on passe, nous, à parler de la gauche. Hein. Oui. À mettre le PS dans la gauche. Oui. Bon, d'accord. Oui, mais à espérer que ça ne soit pas le PS de Hollande. À espérer que 2017, le Parti socialiste retrouve un bout de chemin vers la transformation sociale, ce qui pour l'instant, le PS est totalement dominé par les exigences de la concurrence mondiale, internationale, et qu'il faut rendre plus profitables les entreprises, il faut abaisser le coût du travail, il faut être compétitif et attractif. Enfin, ils pensent dans les termes du capitalisme mondialisé, et que donc dans ces termes-là, ils sont incapables de formuler une proposition véritablement de gauche. Mais mon problème, c'est que 2012-2017 a été une expérience de gauche que 67 millions de Français ont faite et qui a été une déception pour 67 millions de gens, gauche comprise. Et donc sortir de cette expérience-là, c'est compliqué. Et peut-être que ça va nécessiter encore des générations. Aucun doute avec ça. Si tu veux, c'est... moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, Jean-Luc Mélenchon fait 22% des voix, Anne Hidalgo 1,54%.
et que 3 ans après on en soit dans la situation où on est en train de se dire que le PS est en train de se reconstituer, et il est en train de se reconstituer en plus sur des bases qui ne sont pas très à gauche, parce que Raphaël Glucksmann c'est quand même pas très à gauche. C'est l'axe stratégique d'aller refricoter avec la Macronie déçue, c'est-à-dire en fait aussi toujours le même arrière-plan idéologique de la concurrence et de la nécessité de s'adapter au marché et au capitalisme mondialisé, financiarisé. Bon, eh bien, le fait que ce soit ça qui prévale et que pendant ce temps, que le capital de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise se soit à ce point effondré, parce que là, franchement, on peut parler de ça. C'est-à-dire que là, je sais bien que notamment les sondages de sympathie ne sont pas des sondages de vote, mais que Jean-Luc Mélenchon apparaisse comme plus dangereux pour la démocratie que Marine Le Pen, pour moi c'est un résultat politique particulièrement désastreux. Et je suis totalement navrée, et que Fabien Roussel nous déshonore complètement par ses sorties qui ne font qu'alimenter une idéologie dégueulasse. Franchement, enfin, vraiment, je veux dire... Tu fais référence juste... Oui, je fais référence à ses prises de position récentes, notamment s'opposant par exemple au fait que les femmes qui portent un voile puissent faire du sport. Pour moi, c'est tout à fait cotisé au discours contre les musulmans et contre les musulmanes en particulier. C'est un discours qui n'a aucun sens, parce qu'en fait c'est empêcher s'opposer au sport pour les femmes, parce que c'est elles qui sont visées, et que c'est, on ne peut pas tenir ces propos-là quand on est secrétaire du Parti communiste, qu'on fait de la politique, qu'on n'est pas au café du commerce. On ne peut pas tenir ces propos-là. Le jour même d'ailleurs où il y a un grand meeting qui réunit Retailleau, Emmanuel Valls et Jean-Michel Blanquer pour expliquer que la République est en danger à cause de l'islam, et que tu entends Fabien Roussel dire ça, je trouve ça, mais... Enfin, franchement, ça m'émeut et ça me désole profondément, quoi. C'est une rupture avec ce que doit être le combat communiste, et je n'assimile pas tous les communistes à Fabien Roussel véritablement. On peut dire ici que les sénateurs communistes s'apprêtaient à voter une grosse connerie au Sénat qui allait un peu dans le sens de ce que Fabien Roussel portait, c'est-à-dire pas de signe religieux, pas de signe politique, etc. Puis finalement, ils se sont ravisés, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de faire une grosse connerie, ils se sont ressaisis et ils n'ont pas voté ce truc-là. Ça veut dire que quand même au Sénat... Ils l'ont pas déposé. Ils n'ont pas déposé, c'est un projet d'amendement qu'ils avaient qui était dans les tuyaux, qui était vraiment pas possible, quoi. Et finalement, ils se sont ravisés. C'était un projet d'amendement qui était tout à fait dans l'esprit de ce que raconte Roussel, hein. Ils se sont ravisés, ils ne l'ont pas déposé, ça veut dire que quand même, ils ont compris que ça n'allait pas. Enfin, je ne sais pas quel était l'illuminé de la classe qui avait eu cette idée géniale de faire un amendement comme ça, ou du moins je sais, mais je le tairai par pitié pour lui, mais en tout cas, collectivement, ils ont décidé de ne pas le déposer. Donc ce que je veux dire par là, je ne mets pas tous les communistes dans ce bain-là. Ce que je sais, c'est que Fabien Roussel, est là, en faisant ce qu'il fait, il décrédibilise très fortement le Parti communiste, le combat communiste, et surtout, il coupe le Parti communiste de beaucoup d'attaches avec le reste de la gauche. Il choque beaucoup de monde par toutes ces propositions qui sont à chaque fois, qui se veulent disruptives, qui se veulent pour faire du buzz. Pour faire du buzz, il dit de la merde, pardon. Mais donc tu as Roussel qui nous enfonce, mais vraiment, et Jean-Luc Mélenchon qui fait la même chose d'une autre manière, à un autre endroit, mais qui fait que la gauche de gauche qui était en dynamique est vraiment très forte en 2022, se retrouve acculée aujourd'hui à devoir justifier qu'elle n'est pas raciste d'un côté et pas antisémite de l'autre, et comme ça pendant ce temps-là le reste du Parti socialiste s'installe pour savoir lequel d'entre eux va piloter l'élection présidentielle. C'est un désastre politique, et quand on est le leader, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas irresponsable devant ce qui se passe. Je regrette, quand on fait 22%,
on a une responsabilité sur la suite des choses, et je ne peux que constater la catastrophe qui est en train d'advenir. Qu'on me dise pas que que je vois toujours noir, tout c'est noir. Voilà, on me dit souvent, pour toi Catherine, noir c'est noir. C'est vrai, d'ailleurs je suis habillée tout en noir. C'est vrai que j'ai tendance à penser que là le moment n'est pas très favorable, mais que dans le moment pas très favorable, on en rajoute par nos conneries. Franchement, c'est pénible. Hein. Alors, puisque tu es en verve... Non, je sais même pas, là je me lâche parce que, en fait, c'est Roussel qui me fait péter un plomb. Hein. Franchement, enfin, c'est pas possible, quoi. Bon, les conneries de Mélenchon, ça va, mais alors celle de Roussel, c'est... Non, Mélenchon, c'est plus grave parce que lui, il est le leader. Et que, donc, le leader, il a une responsabilité première. Non, mais il y a une dernière chose, mais c'est toi qui en parlera mieux, parce que moi j'avais pas grand chose à en dire, mais tu voulais en parler. C'est le raout de François Ruffin. Oui. Parce que genre, quand on parle de la gauche, on parle de ses initiatives, etc. Donc François Ruffin, mardi prochain, 1er avril, réunit des gens à Montreuil dans un grand rassemblement. Je sais pas s'il est grand ou s'il sera grand ou pas. Oui, je sais pas s'il est grand ou pas. Je connais pas la salle où il fait ce truc. Enfin, j'ai vu passer ça. J'ai vu passer que ça s'appelle Notre France. Voilà. Enfin, c'est un des thèmes, c'est Notre France. Ah, c'est le nom du meeting. C'est le nom du meeting. Oui, c'est le nom du meeting qu'il organise donc le 1er avril, c'est-à-dire mercredi prochain, à Montreuil. C'est pas une blague. Non, mais d'abord. C'est le 1er avril. Bref, Bon, laisse tomber. Non, parce que moi, quand j'ai vu, juste toute petite parenthèse, ça fait 2 semaines en fait qu'il publie des trucs en disant le 1er avril, il va y avoir un grand truc, nanana. Et je me suis dit, mais il est en train de me préparer une blague monumentale, tu vois. Enfin, c'est ça qu'on fait le 1er avril normalement, François. Non, lui, il va faire un meeting. Pardon. Non, d'abord, je trouve que François Ruffin et Clémentine Autain sont courageux de continuer de vouloir faire entendre une voix qui soit une voix bien à gauche et qui n'a pas pour objectif de se démarquer des autres de la gauche. C'est-à-dire que leur objectif central n'est pas de casser la gueule ni à la France insoumise, ni au Parti socialiste, ni aux écologistes, ni aux communistes. Leur objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que d'abord ça puisse encore exister, justement la gauche, et que des idées puissent être discutées, qu'il y ait des propositions qui puissent être mises sur la table, et peut-être même que la gauche envisage d'être représentée par des personnalités qui continuent, et l'un et l'autre, d'incarner une gauche de changement profond, quoi. Voilà. Ils disent pas la même chose. François Ruffin et Clémentine Autain. Clémentine Autain, on en a parlé, elle a sorti un livre qui s'appelle L'Esprit public et qui parle d'une certaine morale politique et des orientations. Ça a à voir un tout petit peu avec notre première discussion à propos de Nicolas Sarkozy, donc du sens de la politique, du sens que l'on doit donner à la politique, et notamment la politique publique. Et donc ça, c'est sa proposition. Et François Ruffin, lui, alors chacun sait qu'il est très positionné sur les questions du travail. Beaucoup d'ailleurs dans les questions du travail, à mon avis, c'est sa faiblesse, c'est qu'il ne parle que du travail des gens qui sont les plus subalternes dans le monde du travail. C'est-à-dire que le monde du travail, c'est pas simplement les caristes et les aides-soignantes et les assistantes de vie, c'est des tas d'autres univers, c'est les professeurs, c'est les ingénieurs, c'est je sais pas quoi, moi, les gens qui travaillent dans les banques. Enfin, il y a beaucoup de monde dans le monde du travail qui souvent n'ont pas vraiment d'existence dans le discours de François Ruffin. Donc, mais ceci étant, il a pour lui de tenir avec constance la question des catégories populaires qui très largement se sont détournées de la gauche, pour les raisons que tu dis, et probablement d'autres encore. Et c'est probablement d'autres encore qui alimente la réflexion de François Ruffin. Alors j'ai noté qu'il a participé à une émission c'est ce soir, vous pouvez peut-être la voir encore en replay, je sais pas, dans lequel il a cherché à construire un discours sur les évolutions du monde et sur la guerre en Ukraine.
Et là, son discours, Notre France, je pense que ça va être à la fois, évidemment, il va mobiliser l'histoire de France progressiste, hein, celle des conquêtes sociales, celle du combat pour l'égalité, pour les libertés, pour les droits, pour la démocratie, etc. Ça, je n'ai pas de doute sur le fait que c'est ça qui va essayer de faire prévaloir. Et deuxièmement, François Ruffin est un homme qui a porté de longue date un discours souverainiste. Et je pense que quand il dit « notre France », c'est cette double dimension, à la fois celle de la France progressiste et d'une France qui est le lieu de la souveraineté retrouvée et qui permettrait aux gens qui ont souffert par toutes les délocalisations, la mondialisation, de retrouver un peu d'espace, de dignité, de travail, voilà. Et moi, je suis très, très, très dubitative sur la deuxième partie de sa proposition. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer une réponse aujourd'hui contemporaine qui s'appuie fondamentalement sur la nation et l'État national. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça parce que je pense que les interdépendances sont extrêmement puissantes. Et alors elles ne sont pas simplement des interdépendances capitalistes. Elles le sont aussi. Son interdépendance de production aussi. Mais ce sont aussi des interdépendances qui sont liées je ne sais pas, moi, le climat, c'est une question qui est évidemment au-delà du national, les pandémies, le narcotrafic, la mafia, le nombre de choses Internet qui relèvent de politique supranationale. Par ailleurs, on voit bien le désastre que représente la politique nationaliste de Trump. Donc je ne dis pas du tout qu'évidemment Ruffin ne peut pas être d'accord avec la politique de Trump. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, moi j'irai mercredi soir, j'irai écouter ce que François Ruffin a à dire, parce que à ce jour... Ah bon? Le premier c'est mardi? Alors mardi, j'irai mardi alors. Parce que j'y vais mercredi, c'est con. Tu vas être toute seule. Ça sera con. Donc j'irai mardi soir écouter ce que dit François Ruffin. Mais pour moi, le problème de discours volontairement souverainiste de Ruffin, je ne le crois pas du tout opérant. Voilà. Et par ailleurs, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle et je ne sais pas exactement comment on déploie une proposition pertinente, efficace et qui mobilise les Français aussi, parce qu'à l'élection, il faut convaincre. Mais je crois que c'est ça l'enjeu. En fait, quand on voit donc cette initiative Notre France de François Ruffin, quand on voit la proposition de Jean-Luc Mélenchon de Nouvelle France, quand on voit la force aujourd'hui des extrêmes droites françaises qui portent très très fort une vision identitaire, nationaliste et violente de ce que c'est que notre France. On voit que c'est ça l'enjeu. Et d'ailleurs, et moi je le situe C'est ça l'enjeu, c'est quoi? Notre France. Définir en fait ce que c'est que France. Et ça se définit à plusieurs niveaux. Parce que ça se définit évidemment au niveau des frontières, au niveau de la nation française, comment tu la dessines en fait dans le monde, tu vois. Bon bah c'est un hexagone avec plein d'endroits autour du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce qu'il dialogue avec le reste du monde? Est-ce que c'est une proposition de souverainiste avec des frontières ou est-ce qu'on lui laisse est-ce qu'on crée des interdépendances? Est-ce qu'on s'inscrit dans des environnements régionaux comme par exemple l'Union européenne ou par exemple la Méditerranée ou par exemple des espaces de libre-échange? Voilà, toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait de la mondialisation? Il y a beaucoup de gens que ça stresse, la mondialisation. Il y a beaucoup de gens qui sont mis complètement à l'écart de la mondialisation quand il y en a d'autres qui triomphent grâce à la mondialisation. Mais notre France, ça veut aussi dire genre qui on est. Tu vois, genre quand on se regarde, tu vois, genre puisque on sait que c'est un affect très puissant qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui est mobilisé par les hommes et les femmes politiques depuis maintenant longtemps, de façon
plus ou moins fantasmé, plus ou moins historiquement, scientifiquement valable, etc. Peu importe. Mais voilà, on est français. Tu vois, genre, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire on est français? Tu vois, genre, qu'est-ce qui nous différencie à l'heure où, quand même, on est traversé il y a des migrations. La question migratoire est une question importante, même si c'est pas la plus importante. On le voit à chaque fois dans les sondages là qui montrent là, les questions qui préoccupent les Français. C'est pas dans les premières, mais enfin, il y a quand même genre entre 15 et 25% des Français pour qui c'est une question importante, tu vois, cette question de l'immigration. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je suis français, et puis, genre, la personne qui vit à côté de chez moi depuis 10 ans, elle n'est pas française, tu vois. Qu'est-ce qui me différencie? Est-ce que quelque chose devrait me différencier, tu vois, parce qu'on n'est pas né au même endroit, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue. L'extrême droite, elle veut y voir aussi des questions de religion, de couleur de peau, blablabla. Bon, voilà, chacun ses fantasmes. Nous, on veut y voir les lumières, la gauche, elle veut y voir les lumières, la quête d'égalité, etc., etc. Voilà. Mais ça se définit. Jean-Luc Mélenchon, il fait une proposition de notre France, c'est une France créolisée. Donc c'est une France qui est dans un processus d'ouverture, de brassage, c'est une France en processus. Enfin, c'est vraiment ça la proposition de la créolisation. Tu vois, très bien. Genre, c'est très intéressant, tu vois. La question, c'est comment est-ce que tout ça, tu les rattaches en fait à des expériences, tu vois. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Et c'est là que, pour moi, l'extrême droite a une longueur d'avance. C'est que elle a rattaché sa proposition d'identité française à des expériences et à un projet. C'est-à-dire qu'elle articule tout parfaitement. Le projet souverainiste nationaliste, les peurs séculaires des gens de l'autre, de l'immigré, du musulman, etc., etc. Et en plus, une action sur le terrain qui est raccord avec le reste. Je peux ajouter un truc sur ce que tu dis. Je vous recommande l'article de Martelly qu'on met sur le site de Regard. On le met aujourd'hui ou on le mettra lundi? Je pense lundi. Lundi? Bon, non, je le mettrai aujourd'hui. Il est en ligne. Donc, alors vous verrez cette vidéo. Martelly fait un papier sur la question européenne et l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, dans les enjeux, mais pour moi, ça fait partie aussi des questions que j'attends de voir ce que Ruffin va en dire, c'est l'extrême droite est en train de théoriser, évidemment, l'éclatement, la disparition de l'Union européenne au bénéfice d'une Europe internationale, c'est-à-dire intergouvernementale et dans lequel il n'y a plus que des États nationaux qui s'associent. Qui s'associent au nom de quoi? D'une espèce de fantasme de culture judéo-chrétienne blanche. C'est quand même ça en fait qui fonde l'union en fait de cet espace géographique. Et ils sont en train de travailler dessus très sérieusement les think tanks, des think tanks d'extrême droite. Martelly les a lus et ont fait un papier. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette question de l'articulation de l'identité française, de l'articulation au reste du monde et aux constructions notamment européennes, c'est une grosse question. Et on va voir ce que Ruffin a à nous en dire mardi soir à Montreuil. Sur ce, allez voir la Vignale, abonnez-vous à la newsletter et puis abonnez-vous aussi à la prochaine revue papier. Voilà, comme ça, elle arrive dans votre boîte aux lettres. Exactement. Ciao, ciao.